Bonjour et bienvenue au château de Dampierre en Yvelines. Nous sommes au cœur du chantier, au pied de l'échafaudage. Nous allons découvrir tous ensemble le travail des compagnons à quelques jours de la fin de ce chantier. Alors nous voilà au premier niveau du chantier, premier niveau d'échafaudage. Nous sommes sur le côté ici de la façade d'honneur qui est avec là-bas au fond le portail qui est parti en restauration, les pavillons qui vont bientôt être restaurés. Et là, nous avons devant vous un exemple de des travaux qui ont été réalisés avec évidemment le remplacement des briques qui ont été menées, le nettoyage des pierres avec les mascarons. Alors pour la petite histoire, ces mascarons, c'est une copie des mascarons qui se trouvent sur les grandes écuries de Versailles, du château de Versailles. Ça a été réalisé au 19e à la demande du duc de Luynes avec Félix Duban qui était l'architecte maître d'œuvre de l'opération de restauration du 19e siècle. Et au-dessus, on aperçoit des menuiseries qui ont été restaurées, on aperçoit des enduits. Alors la moitié des enduits ont été refaits avec ces tons ocre si caractéristiques de Dampierre qui sont du 19e siècle, puisque la grande restauration du 19e siècle a un peu chamboulé l'image du château de Jules Ardant-Mansart réalisé au XVIIe siècle. Jules Ardant-Mansart a conçu son château autour d'un bâtiment qui était existant, et Félix Duban, 200 ans plus tard, est venu perturber l'aspect esthétique du château en apportant notamment ce grand portique sur la façade principale avec ses mascarons, ce fronton qu'on va découvrir un peu plus tard, et puis ces enduits ocre, les changements des briques. Au départ c'était des briques rouges et il y a eu un changement en passant sur des briques oranges. Et par exemple, le travail qui a été réalisé par les maçons, ça a été de restaurer ces enduits. La moitié des enduits ont été piochés et des fois, ce sont des panneaux par moitié ou par quart qui ont été refaits. Et il a fallu, pour les compagnons maçons, retrouver le geste du 19e siècle. Et par exemple, ces enduits, la composition, il y a une composition spécifique qui a été menée par le fabricant de chaux. Et le geste, ça a été de prendre des branches de bouleau pour fouetter. On le verra un peu plus tard sur d'autres parties beaucoup plus nettes, mais on a fouetté l'enduit avec des branches de bouleau que les maçons ont cueillies dans la forêt de Dampierre, et ils ont fouetté par exemple cet enduit pour retrouver le même aspect granulométrique de l'existant du 19e siècle. Et puis on va gravir maintenant les étages de cet échafaudage pour aller découvrir le travail des compagnons. Là, au deuxième niveau, sur l'échafaudage, on aperçoit le décor, les chapiteaux de ces colonnes qui ont été installées au XIXe siècle, avec une fois encore les têtes de mascarons qui ont été restaurées. En fait, la restauration, ça a consisté simplement à nettoyer tous les lichens qui étaient déposés dessus, puisque la pierre était en bon état. Et aujourd'hui, donc, du coup, on a une façade qui commence à apparaître avec ces travaux qui ont été réalisés. Devant nous, toujours les briques ont été restaurées, encore quelques fenêtres à remplacer, et puis on entend un peu plus haut le travail des plombiers qui sont en train de travailler sur les frontons, le façonnage des plombs. Alors maintenant on arrive environ à 10 mètres de hauteur sur le grand fronton, qui a été complètement transformé au XIXe siècle, là encore, et sur lequel le duc de Luynes, le 8e duc de Luynes, qui était le commanditaire des travaux pour Félix Duban, a représenté ses armes avec son chiffre, donc les 2 lions, si caractéristique de la famille de Luynes, et puis le chiffre HA comme Honoré Albert, puisque d'Albert étant leur nom de famille. Après ils sont ducs de Luynes, ducs de Chevreuse, et cet écusson, si je puis dire, on s'est aperçu grâce à la restauration, que dans les petits interstices, à l'abri des intempéries, vous voyez, ici ça brille, quelques dorures. Ces chiffres étaient dorés. Donc, pour magnifier cette façade, donc depuis la rue, on devait bien voir, certainement, ce fronton qui a attiré l'œil en redondance avec la grande grille d'honneur où aussi le chiffre de la famille de Luynes était également doré. Donc on donne de la majesté à ce monument, à la famille qui montre son pouvoir dans cette vallée de Chevreuse, cette famille qui était assez proche de la famille royale jusqu'à la Révolution et qui ensuite a été, notamment par Honoré de Luynes, un grand amateur et un grand soutien au monde des arts et de la culture au XIXe siècle. Désolé, c'est un peu bruyant, mais nous sommes au cœur du chantier et évidemment, nous vivons avec les compagnons tout autour dans ce chantier. Je vous invite à continuer, à gravir. Et là, on arrive sur les niveaux, le troisième niveau de deuxième étage, donc le troisième niveau du bâtiment.
avec les travaux qui ont été menés sur la restauration de la couverture qu'on aperçoit et toute la restauration des lucarnes. Alors la couverture évidemment a été refaite à 100% puisque les ardoises étaient trop fines, elles laissaient passer l'eau, c'était vraiment très fuyarde et ça avait occasionné des dégâts sur les charpentes, on en parlera un peu plus loin, mais là on aperçoit les travaux qui ont été réalisés sur les frontons des lucarnes en bois qui sont du XVIIe siècle et qui ont été restaurés. On a essayé de conserver le maximum de bois anciens. L'architecte en chef des monuments historiques, Christophe Bottineau, qui suit ce chantier, est vraiment pris beaucoup d'applications à conserver le maximum. Et donc là, par exemple, on a le travail réalisé par les plombiers. Donc ils ont façonné le plomb pour pouvoir couvrir les charpentes et protéger les ouvrages lucarnes. Les menuiseries, évidemment, vous les voyez, toutes neuves, enfin toutes neuves ou en tout cas restaurées. Et puis, si on lève les yeux, on aperçoit le toit et je vous invite à me suivre pour surplomber tout cela. Nous sommes maintenant au-dessus du toit, puisque évidemment pour les couvreurs c'est important d'avoir des accès. Nous sommes au-dessus du toit et là on a une vision globale de cette couverture. Cette couverture qui a la particularité pour les trois quarts d'avoir un chemin de ronde intérieur qui permet d'avoir des chéneaux pour évacuer les eaux qui sortent par des gargouilles sur les façades et d'avoir aussi des chiens assis à l'intérieur pour éclairer le dernier niveau où il y a les chambres de bonne, où il y avait les chambres de bonne, pardon. Et puis au centre, on a cette verrière. Alors cette verrière, c'est celle qui permet d'éclairer le grand salon du premier étage. Le grand salon du premier étage, là où il y a la fresque de Ingres qu'on ira découvrir tout à l'heure. Et cette grande verrière avait souffert de la tempête de 1999. Elle avait été abîmée, cassée et tordue. Et donc, vous voyez, là, c'est une structure neuve qui va venir supporter les verres, qui a été installée il y a quelques jours. Et donc, bientôt, ça va être recouvert avec, vous voyez, le travail là-bas des couvreurs qui sont en train de couvrir ces pans de couverture ici. Alors là, on est vraiment au centre de la façade principale du château. Derrière moi, c'est la façade sur jardin. Devant moi, la façade sur cour. Et puis de chaque côté, les deux avant-corps que l'on distingue qui sont assez impressionnants au final, puisque ce qui m'a beaucoup surpris, pour réaliser, vous voyez, ce grand échafaudage qui supporte ce parapluie, qui couvre l'ensemble du château, ces 2000 m² de tôle qui ont été posés, malgré tout, la largeur des fermes qui supportent ces tôles sur la plus grande longueur, c'est-à-dire au niveau des avant-corps, ça correspond à la longueur des galeries. Vous savez qu'à Dampierre, Jules Ardant-Mansart a fait un château avec le corps central et deux galeries en retour perpendiculaires. Traditionnellement, au XVIIe siècle, on était parallèle au corps central. Ici, il a décidé, parce qu'il est parti sur l'archaïsme du château précédent, il est parti sur les ailes perpendiculaires. Et ces grandes ailes correspondent à peu de choses près à la largeur du château au niveau des avant-corps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que quand ces fermes qui supportent les tôles ont été fabriquées dans la cour, je n'avais pas imaginé cette longueur d'aile équivalente au château. Parce que le château de Dampierre, quand on passe sur la rue principale à Dampierre, on a l'impression qu'il est tout petit, il est au fond de sa vallée, donc on a l'impression il est minimisé par cette impression visuelle, et en fait c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est quand même un monstre en termes de volume architectural. Si on a Vaux-le-Vicomte, on arrive, on voit là tout de suite sur sa plateforme Vaux-le-Vicomte qui dépasse avec ce dôme, vraiment quelque chose de plus majestueux, alors qu'ici, le fait qu'il soit en fond de vallée, lui donne plus d'humilité, mais reste malgré tout un beau bâtiment qui marque bien la puissance de la famille qui a souhaité le construire. Donc là, les chambres des bonnes qui se trouvent juste en dessous, et avec, alors ils ont été enlevés parce que voilà, pour les travaux on a dégagé, mais il y avait des petites échelles qui permettaient de monter sur le toit pour, est-ce que c'était pour faire les vitres ou est-ce que c'était pour aller nettoyer les chéneaux? Avec des modules de fenêtres assez rigolos, parce que vous voyez, alors je ne sais pas si je vais pouvoir voir celle-ci, vous voyez, celle-ci a deux battants, mais avec un battant à deux carreaux et l'autre un seul carreau, et puis là, un oscillant. Donc on a vraiment respecté le parti tel qu'on l'a trouvé, avec ces deux modules de fenêtres assez atypiques. On imagine la vie
dans ces chambres de bonne, parce que la lumière n'était pas directe, elle était indirecte, c'était juste un puits de lumière avec une échelle et on accédait sur le toit. C'était vraiment sous les toits, quand on est dans les greniers, c'est vraiment très inconfortable. Il faut marcher la tête baissée pour pouvoir vivre dans ces pièces. Alors on est là à l'extrémité d'où on peut être sur la façade ouest et avec les épis de fêtage. Et symboliquement, eh bien, le 19 mai, le propriétaire va remettre l'épi de fêtage au couvreur. Ce sera le dernier chantier, la dernière intervention sur cette couverture. Donc à l'occasion, on souhaite réunir tous les compagnons parce que vraiment le propriétaire, M. Mullier, tient énormément à féliciter tous ses compagnons qui ont travaillé et qui ont pris tous du plaisir, ça on le sait. Et pour lui, c'est important parce que l'homme est un élément important dans sa philosophie et de voir travailler les compagnons, que ce soit maçon, tailleur de pierre, charpentier, couvreur ou menuisier, c'est vraiment quelque chose qui lui est vraiment attaché à ça. Et donc du coup, symboliquement, eh bien, le 19 mai, on va faire une petite fête avec tous les compagnons, près de 300 compagnons qui sont intervenus quand même sur ce chantier, qui se sont échelonnés au fil de ces 2 années de travaux, avec des pointes des fois à 70 compagnons qui étaient présents. Et donc du coup, ce jour-là, eh bien, sur un épi de fêtage, on posera l'épi de fêtage pour signaler que c'est la fin du chantier, on enlèvera les filets, et après, d'échafaudage, et en mois de juillet, on découvrira complètement un château restauré. Ça c'est des pièces en fait qui se met au coin, c'est du fêtage. Du fêtage, ouais. Donc c'est des pièces de fêtage. Donc c'est des plaques de plomb qui vont être découpées et ensuite façonnées. Donc ça c'est le gabarit, ça? Ça c'est un gabarit, ouais. Ouais. Pour éviter d'avoir beaucoup de pertes et Bien tout. sûr. Comme ça, vous avez une plaque qui nous sert pour deux pièces. 2 pièces. Et puis après je vois qu'il y a un trait, c'est parce que c'est... Pour faire le pli. C'est une pince. Ouais. Ah oui, pour la pince. Voilà, pour la pince, pour bien que le plomb tienne quand il sera posé. Pas d'outils mécaniques, hein, beaucoup, surtout le travail manuel. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Les cisailles, la batte, il n'y a pas autre chose. La batte, ouais. Puis on utilise la trieuse. Ben oui, voilà, pas autre chose. Et puis on soude autogène. Ouais. Voilà, mes pièces sont prêtes. Ça c'est une et la deuxième. Ça se pose comme ça. Ok. Et après. On pose là-bas. Là, on est sur l'avant-corps ouest, côté façade principale, et on va s'approcher des travaux qui sont en train de se faire sur la tourelle. La particularité de Dampierre, c'est d'avoir 2 tourelles. Alors 2 tourelles, Arthur Mansart, il n'a jamais fait dans ses bâtiments 2 tourelles comme ça. En fait, c'est le reste du château précédent. En fait, depuis le Moyen-Âge, le château existait ici. Il a été repris, remanié, même par Jules Arthur Mansart. Il a conservé les vestiges anciens, il les a intégrés. Et là, les tourelles qu'on va découvrir, eh bien, c'est ce vestige de ce château du XIVe, XVe siècle. On n'a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, ces tours apparaissent. On sait que Jean Duval, quand il s'est fait son palais Renaissance, eh bien, les tourelles existaient, qui ont été représentées ensuite par André du Cerceau quand il est venu dessiner ce château pour le cardinal de Lorraine qui a été propriétaire. Et donc, ben, voilà, on va approcher de ces tourelles. Où on a aujourd'hui 2 couvreurs qui sont en train d'intervenir. Alors ces tourelles, vous voyez, là on est en train d'achever la couverture. C'est des écailles, des ardoises taillées en écailles qui sont posées aux dimensions pour eh bien, épouser la forme du dôme en partie circulaire. Donc c'est le travail de la roche, enfin de l'ardoise. Hein. L'ardoise c'est une pierre qu'il faut tailler sans cesse. Et pour les couvreurs qui interviennent sur les monuments historiques sont quelque part des tailleurs de pierre également, puisque cette ardoise, regardez, vous voyez, là il faut enlever de la matière, alléger pour bien effiler aux dimensions l'ardoise pour qu'elle épouse bien la partie circulaire.
Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu la restauration d'un dôme ou d'une tour. En fait, la charpente en dessous, classique, en bois, avec tous ces morceaux de bois, pas de souci. Mais ensuite, la couverture se fait toujours sur une pose du voligeage, c'est-à-dire qu'on vient clouer les ardoises sur du bois. On ne le cloue pas sur la charpente, l'ardoise directement, on le cloue sur un voligeage. Et pour que ce voligeage puisse épouser comme il faut une tour, eh bien, on prend du peuplier qui est taillé vert, c'est-à-dire qu'on abat un peuplier, il est coupé en tranches, et comme il est tout vert, eh bien, il se plie à la forme de la tour. Et donc là, vous avez en dessous les ardoises, tous les éléments de bois qu'on voit apparaître sont des éléments de bois de peuplier qui ont été posés par les couvreurs, qui permet aujourd'hui, une fois qu'il est bien fixé, eh bien, de clouer dessus les ardoises. Parce que si c'était du sapin, si c'était du chêne, évidemment, ça serait impossible à épouser la forme de ces tours. Toute ardoise a toujours ses 2 clous cuivre. Donc 100 000 ardoises posées, 200 000 clous cuivre qui les accompagnent. Alors là, on est dans la partie la plus délicate, puisque quand on est au pied de cette tour, les ardoises sont très larges. Et là, à la fin, eh bien, il faut que le couvreur mette toutes ses compétences pour ne pas faire de casse et en même temps pose avec grand soin ces ardoises pour assurer une étanchéité parfaite. On va accéder maintenant à l'autre tour du château, à l'autre petite tour. On va surplomber le travail des couvreurs qui se trouvent là et voir par exemple la tour avant la couverture avec une charpente qui est en train de se faire. Donc en dessous là on aperçoit par exemple une lucarne avec celle-ci, vous voyez, 100% de bois neuf, elle. Quand on regarde, il n'y a plus de bois ancien. C'est une des rares qui a été reprise complètement, puisque souvent on a conservé les bois anciens. Et là par exemple on voit sur la tourelle de charpente de cette tourelle, pardon, eh bien on voit les bois anciens conservés qui sont les bois gris. Bien, tous les bois neufs, c'est tous les bois qui sont plus jaunes, qui ont été refaits. Ce qui est intéressant, c'est que dans les greniers des communs, on a une de ces 2 tours qui a été déposée au 19e siècle et on a l'ossature qui a été conservée. Dans un esprit de conservation et peut-être de renseignement pour l'avenir, eh bien, ces tours, ces charpentes ont été déposées, proprement remontées dans les greniers des communs du château. Et donc du coup, on a des éléments, on les a fait analyser, les analyses dendrochronologiques, donc pour essayer de dater. Et en fait, la charpente de ces tourelles, celle qui a été conservée ici, datait de la fin du XVIIe siècle. Et généralement, toute la charpente qui a été analysée, eh bien, elle correspond également à la fin du XVIIe siècle, avec quelques bois peut-être un peu plus anciens, mais très peu de bois anciens conservés au XVIIe siècle. On est vraiment parti sur du neuf partout à l'époque. Donc là, on aborde la façade est. La façade est qui a une particularité, c'est qu'il y a une dent creuse, parce qu'au rez-de-chaussée, en fait, il y a une terrasse, et donc c'est une façade un peu particulière. Voilà, on la découvre avec un avant-corps du côté cour d'honneur. De l'autre côté, on aperçoit au loin cette façade sud, côté jardin, qui se continue. Et au centre, cette dent creuse qui correspondait en fait aux appartements privés des Luynes. Et alors là, on s'approche. On approche d'ailleurs sur une façade qui est quasiment achevée, puisqu'on va commencer à déposer cette semaine l'échafaudage. Et on aperçoit une façade quasiment terminée avec les plombs, les petites boules qui surplombent chaque lucarne, qui vont participer à l'animation de la façade, et puis les menuiseries faites, et puis en dessous, eh bien, on va découvrir les maçonneries refaites, les enduits complètement refaits. On va descendre au fur et à mesure pour vous montrer tout ça. Cette terrasse, on a retrouvé sur des dessins anciens, parce que sur le filet de chafaudage a été imprimé de 4 dessins pour chaque façade, des dessins qui vraisemblablement, d'après les spécialistes, nous disent qu'ils sortent de l'agence de Jules d'Armansart. Et sur ces dessins, eh bien, on aperçoit un jet d'eau au niveau de cette terrasse. Donc c'est-à-dire que c'était une terrasse privée pour la famille de Luynes, avec certainement un bassin et un jet d'eau pour agrémenter l'ensemble. Ça devait être charmant quand c'était les grandes heures de Dampierre. On imagine bien que la reine Marie-Lézisca, quand elle était reçue par la duchesse de Luynes, parce que la reine Marie-Lézisca, femme de Louis XV, adorait venir à Dampierre. Elle avait ses appartements à l'autre bout du château, mais quand elle devait certainement prendre
de café ou en tout cas chocolat certainement autour de ce bassin. Alors je vous invite à descendre et là on va découvrir la façade restaurée, quasiment achevée de cette petite cour. Alors on s'arrête au niveau intermédiaire. Ça nous permet d'avoir une vision encore sur la couverture, les lucarnes, le bandeau de la corniche qui a été complètement refait avec une patine d'harmonisation. Vous avez vu, c'est en fait un plat très chaud qui a fait tout le bandeau sous les gouttières. Et avec cette patine qui a été réalisée pour faire un côté un peu brun. Et en dessous, les couleurs restaurées des enduits du banc. Et avec ce jeu de briques rouges et noires et oranges qu'on distingue et qui caractérise Dampierre. Donc les menuiseries qu'on aperçoit en dessous et tout en bas, on va descendre, voir les maçons. Alors les maçons qui se spécialisent aussi dans l'harmonisation, dans la teinte. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire la patine pour les briques. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme pigment? C'est des pigments ou c'est de la cendre? Oui, c'est un pigment noir mélangé avec un pigment marron et avec un petit peu de produit de, comment dirais-je, de fixatif. Fixateur, voilà. Ouais, fixateur, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Alors je précise, c'est pas l'ensemble du château qui est peint, hein, mais c'est vraiment des petites touches qui permettent de finaliser. Vous voyez, on voit que c'est des briques anciennes, elles ont les marques du compagnon qui les a fabriquées, le LB, certainement le gars, la briqueterie de l'époque. Et voilà, vous voyez, un petit codréos par ces petites touches qui va s'estomper et qui va permettre de bien aligner tous les joints qui ont un petit peu débordé. Et voilà. Souvent, on a découvert, enfin, j'ai travaillé antérieurement au ministère de la Culture et j'ai participé à la restauration de quelques ouvrages sur des cathédrales et on avait retrouvé comme ça des touches de pigments. Les anciens harmonisaient les façades pour le plaisir de l'œil, hein, parce qu'un bâtiment, il doit être joli, il doit être solide, mais il doit être joli. Et donc voilà, on était toujours en train de faire un petit coup de patine comme ça pour harmoniser l'ensemble. Toujours surprenant parce qu'on attend toujours à avoir des hommes avec des outils, etc. Et là, tout est en finesse pour finaliser. Alors là, on a une jolie vue, j'aime bien cette vue avec cette tour là qui épouse ensuite la façade, le retour ici. Et vous voyez là la protection qui a été apportée sur les briques, parce que ça, les briques, c'est terrible, parce que l'humidité se met, évidemment, il peut y avoir des pigeons. Et donc du coup, tout ça, ça se dégrade très vite. Le château, là, ce qu'on visite aujourd'hui, c'est le chantier, c'est un chantier qui s'achève, et donc du coup, on a l'impression que tout est beau, et ce qui est vrai, mais on est parti de loin. Tout à l'heure, on regardera vite fait la façade des deux ailes. Vous allez voir dans quel état était le château, avec toutes ces briques abîmées, tous ces enduits vraiment qui avaient disparu. Et là, on assure l'étanchéité de ces plateaux de briques avec ce travail toujours du plomb qui a été posé, les bavettes de plomb qui ont été posées non seulement devant les fenêtres, avec la reprise sous les menuiseries, mais également tout au pourtour du château. On pose ces bavettes de plomb. Et là, on va aller voir si les maçons travaillent bien. Et donc voilà, là on voit les maçons, ils sont en train, alors là on est sous le rez-de-chaussée, c'est le niveau de la terrasse, et là on est sur le rez des douves avec ces trois arcs en plein cintre qui ont été reconstitués, qui sont en train d'être reconstitués. Là, le dernier arc en plein cintre est en train d'être en anse de panier, presque on pourrait dire. Avec cet élément qui permet de supporter tout le poids des briques pendant la construction. Et puis évidemment tout cet arc en bois qui est en dessous va être enlevé une fois que les briques seront posées et que l'ouvrage se tiendra structurellement seul. Alors le jeu, c'est pas poser simplement des briques, c'est aussi trouver l'harmonie nécessaire avec le côté flammé de certaines briques, le côté rouge d'autres briques, pour continuer dans l'harmonie générale de ce raid de douve. Oui, c'est un raid de douve. On voit les deux baies anciennes là-bas qui ont le même respect de ces alternances de couleurs dans leurs briques. Et là, vous avez devant moi là,
le tirant métallique avec ce chaînage en béton qui a été fait. Mais derrière, là où il y a la marque rouge, vous voyez, on voit l'état des anciens niveaux de cette terrasse. Telle qu'on la trouve aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a fait aucune intervention. On va apporter, nous aussi, une étanchéité pour assurer la bonne couverture de cet espace. Donc, vous voyez, on voit des anciennes ardoises qui devaient servir de film entre la maçonnerie, les voûtes qui se trouvent en dessous, puisque là, en dessous, c'est sur le niveau des caves, et puis l'étanchéité qui devait supporter le bassin et le jet d'eau. Mais après avoir visité le chantier extérieur, on va rentrer maintenant dans le bâtiment, dans le château. Alors le château n'est pas concerné par la campagne de restauration au niveau de ses intérieurs, puisque pour l'instant, on s'est consacré sur le clos et le couvert. Et on est en train de mener des études pour faire l'aménagement intérieur. Cet aménagement intérieur interviendra après que nous ayons réalisé tous les réseaux. C'est-à-dire qu'on va refaire tous les extérieurs des cours et autres pour ramener tous les réseaux et remettre en conformité les réseaux intérieurs. Et ensuite, eh bien, restaurer tout ce que vous allez découvrir dans cette visite intérieure. Alors là, par exemple, on est dans une chambre. Ça devait être une chambre qui devait être magnifique, avec une vue sur la terrasse que je vous ai montré tout à l'heure, que l'on a là. Et là, on avait la vue sur les jardins. Alors évidemment, c'est occulté aujourd'hui par les filets, on voit les compagnons travailler, mais on avait vu sur les jardins des parterres est. Et là, la visite dans ce chantier qui est occupé, le château, par tous les compagnons, parce qu'il y a les maçons qui passent, il y a les menuisiers, mais on n'est pas vraiment encore sur la décoration, on en est très loin. Comme vous pourrez le voir, c'est resté dans son jus. Bon, il y a encore une fenêtre à poser, mais qui ne saurait tarder a priori, puisque cette façade-là doit être échafaudée très rapidement. Et puis là, on va continuer la visite avec, vous voyez, ces boiseries dorées qui sont un peu défraîchies, quelques peintures, quelques toiles en trumeau au-dessus des miroirs ou au-dessus des cheminées. On est vraiment dans le décor voilà, des appartements privés des Luynes. Là, on passe dans une chambre voilà, avec tous ces décors. Voilà, et cette lumière, voilà, c'est pas d'électricité évidemment pour la sécurité du chantier. Quelques peintures au-dessus des portes, au-dessus des miroirs, voilà. Avec tous ces portraits de famille qui entourent cette pièce. Évidemment, le premier duc de Luynes qui trône là au centre de ce panneau, et puis après tous les descendants, tous les cousins, toutes les femmes de cette famille. Oui, l'état, hein, les intérieurs méritent également, au niveau des décors, méritent une restauration. Le château est chauffé pendant les travaux, donc il a toujours été chauffé précédemment, il est chauffé pendant les travaux, donc il ne souffre pas de désordre dû aux conditions climatiques. Et donc, vous voyez là, tous ces peintures qui sont abîmées, usées, et bien, voilà, c'est le temps qui passe dans les vieilles maisons. Et voilà le résultat. Et ici, on pénètre dans le grand salon. Ce grand salon connu pour le mobilier qui était très Louis XV, et c'est là que Félix Duban a installé les boiseries au mur du pavillon qui se trouve sur une île au milieu de l'étang de Dampierre, et vous avez ces grandes boiseries qui ont été tronquées pour pouvoir rentrer dans cette pièce, parce que le pavillon est vraiment très grand, très haut. Et voilà, ça c'était le grand salon d'honneur. Aujourd'hui, évidemment, on a échafaudé parce que pour reprendre les charpentes au-dessus, il a fallu faire des descentes de charge avec tous ces échafaudages. Enfin voilà, vous êtes au cœur du château et vous voyez l'état de ce château qui n'est pas prêt pour l'instant à être terminé, l'état intérieur. Donc on va continuer la visite en longeant la façade sud. Avec ses dorures qui ont fait la notoriété de Dampierre. Ça, c'est une petite chambre à côté, avec ses lambris, ses alcôves.
Et puis là, ben voilà, le chantier, c'est aussi, enfin le château, c'est aussi un lieu de stockage, hein, avec grand soin, mais malgré tout, voilà, un stockage. Vous avez les ateliers Saint-Jacques qui sont venus. Les ateliers Saint-Jacques, c'est la Fondation Coubertin à côté de Dampierre, là, à Saint-Rémy-de-Chevreuse, qui ont le lot restauration de tout ce qui est métallerie, serrurerie. Là, ce sont toutes les rambardes qui vont être posées devant les fenêtres. C'est eux qui vont bientôt attaquer la restauration de la grille d'honneur. Donc tous les éléments de métallerie sont revenus, prêts à être posés. Ça, il n'y a pas longtemps que c'est arrivé. Donc encore une chambre là. Et de cette chambre, on arrive dans la grande salle à manger. Grande salle à manger d'apparat, création du 19e siècle, mais avec des lambris du 18e siècle. Il faut savoir que le château de Dampierre a été énormément remanié au cours des siècles. Il y a des fois 4 états au sein d'un siècle, tellement la maison évoluait, la mode évoluait. Et par exemple ici, cette grande pièce, sur quelques plans, quelques rares plans que nous ayons, elle apparaît au XIXe siècle. Précédemment, c'était coupé de cloisons qui faisaient donc 3 pièces. Et on a retrouvé d'ailleurs, quand on a refait les façades, on a retrouvé en fait, des poutrelles en acier qui supportaient les planchers au-dessus. Donc c'est pour montrer un peu tous les travaux qui ont été menés. La grande salle à manger, alors aujourd'hui on ne le voit pas parce que les volets ne sont pas posés, mais les volets intérieurs, quand on referme les volets intérieurs de ces fenêtres sur l'étang, et bien derrière chaque volet, il y a des petits carreaux, mais qui sont en miroir, et on imagine bien que les soirs de dîner aux chandelles dans cette pièce, ça devait être magnifique, puisque toutes les portes ont des miroirs, les volets intérieurs sont en miroir, et donc du coup ça devait resplendir de mille feux dans cette pièce. Et puis à côté, alors ça c'est le mausolée de Louis XIII. C'est une pièce consacrée à Louis XIII. Louis XIII qui a été le roi qui a remercié d'Albert en le nommant duc et père de France, et donc duc de Luynes. Et donc le Honoré de Luynes, le 8e duc de Luynes, avec tous ses travaux qu'il a menés au XIXe siècle, eh bien, a consacré une pièce pour remercier Louis XIII. Alors au centre, il y avait une statue en argent massif faite par Rude, mais qui a été volée dans les années 80. Et tout autour, il y a, on les a déposées, des tentures en soie et fil d'argent, et puis ce plafond 19e siècle aux armes royales, enfin voilà, tout à l'honneur de Louis XIII. Alors, dans la petite aventure que nous ayons eue précédant le chantier, il a fallu vider les greniers, et on a retrouvé le moule, en fait, de ce Louis XIII qui a disparu, qui a été volé. Il reste un exemplaire en bronze, en peu petit, en modèle réduction, au musée de Dijon, musée des Beaux-Arts de Dijon. Mais ici, l'idée, on a le piédestal qui a été déposé pour le besoin du chantier, mais peut-être que le propriétaire a peut-être l'envie un jour de restituer ce Louis XIII, puisqu'on a retrouvé le moule, on a retrouvé l'original. Donc on va voir s'il le fera en argent ou en autre matériau, on ne sait pas, mais voilà. Donc là, les menuiseries ont été restaurées, et puis, vous voyez, dans les travaux intérieurs à faire, évidemment, il y a toute la déco à prévoir. Il y a les stocks de verre, parce que même malgré tout, hein, même si on a souhaité conserver, enfin vraiment le souhait c'est de conserver les verres anciens le plus possible, et bien malgré tout il a fallu en remplacer, soit ils étaient fêlés, soit ils étaient cassés, ou soit ils ont cassé avec la restauration. Donc du coup voilà, tous ces stocks de verre qui diminuent au fur et à mesure, hein, ça sent la fin de chantier, parce qu'au début, il y a quelques semaines, il y en avait encore partout dans cette pièce, et là aujourd'hui, voilà, le stock se limite à quelques exemplaires de verre, et voilà le grand escalier d'honneur. Je vous invite à me suivre. Alors cet escalier, lui, il est... on sait bien que structurellement, voilà, les marches étaient là depuis Ardent-Mansart, mais on pensait que toute la déco était plus récente, et on s'est aperçu, parce qu'on a fait venir les spécialistes ferronniers, ils ont fait une analyse de la balustrade, et la balustrade, elle est Jules Ardent-Mansart. Les assemblages, les aciers sont typiques du XVIIe siècle, alors évidemment, quelques adjonctions à droite à gauche du XIXe siècle, quelques restaurations, mais voilà, on est vraiment sur des assemblages typiques de ce que faisait le XVIIe siècle, et donc du coup, voilà, c'est ce qui donne encore plus de valeur, parce que on est sur l'œuvre de Jules Ardent-Mansart, voilà, dans ce grand vestibule, avec ses peintures refaites, le décor refait par Duban et toute son équipe d'artistes qui accompagnaient la restauration du milieu du XIXe siècle. Quand on regarde en détail beaucoup d'éclats,
sur ces décors, parce que voilà, les années sont passées, et puis on a recherché, l'architecte en chef des monuments historiques, Christophe Boitino, a demandé à un bureau d'études de rechercher les couches picturales, quelles étaient les teintes d'origine, puisque ces teintes, évidemment, avec les cires, les vernis, ont viré, et l'encrassement aussi, beaucoup encrassé, 200 ans après. Et donc du coup, la restauration va consister évidemment à restaurer cette pièce. Déjà en soi, c'est un monstre à restaurer, hein. Le volume est énorme, mais aussi derrière, le travail va être colossal pour retrouver le lustre de cette pièce. Tous ces décors, ces cornes d'abondance, ces cariatides, tous ces petits anges qui nous regardent. Et puis, par ici, on accède à la chapelle privée, une chapelle consacrée. Il y a son mobilier liturgique qui a été enlevé pour être évidemment mis à l'abri et protégé. Et voilà. Et on y accède avec le retable du XVIIe qui était au rez-de-chaussée, qui est remonté ici, et complété ensuite du décor par un ébéniste au XIXe siècle dans la continuité de ce décor du XVIIe. Évidemment, l'autel avec son placard en dessous pour mettre les chasubles, tout est là. Et puis, pour participer à la beauté, eh bien, elle était augmentée de cette balustrade. Et cette balustrade, on a découvert qu'elle était en fait un élément de la balustrade de la chambre de la reine quand elle venait à Dampierre. Donc Marie Lenziska, toujours la femme de Louis XV, elle avait sa chambre au château. Et donc dans le cadre des travaux, eh bien, ils ont déposé les balustrades qui étaient dans la chambre de la reine pour les reposer pour la partie en volute comme ça devant l'autel de cette chapelle. Voilà, donc là c'est les éléments de bois du XVIIIe siècle. Donc un retable XVIIe, la balustrade XVIIIe, le tout aménagé au XIXe siècle au premier étage et au-dessus de la chapelle d'origine. Donc pour les besoins des travaux, évidemment, tout le décor a été déposé. Il y a le bénitier qui est une énorme coquille qui a été déposée. Sur ces consoles, il y avait des sculptures en bois de saints qui ornaient tout le tour de cette chapelle, qui ont été également déposées. Voilà, alors ça c'est du décor 19e siècle qui vient accompagner le retable du XVIIe. Et puis là, la sacristie, puisqu'on a tous les éléments, la sacristie chauffée, et puis ce plafond peint. Alors, on ne connaît pas le nom de l'artiste pour l'instant, un jour peut-être on découvrira, mais voilà, un plafond peint qui est lui-même un peu encrassé et qui fera l'objet d'un bon nettoyage, dépoussiérage en tout cas, sur l'ensemble des boiseries et du plafond. Alors on va faire les pièces d'enfilade et puis vous allez découvrir un peu les contrastes en fait dans les aménagements, puisque ce que je disais, il y a eu plusieurs aménagements successifs. On a compté jusqu'à 4 au sein du XVIIIe siècle. Le XIXe siècle évidemment a beaucoup marqué, et on a la chance quand même d'avoir deux belles pièces, deux belles cheminées d'origine d'Ardon Mansart, celle-ci et puis une un peu plus loin que je vous invite à aller découvrir. Référencées, dont les dessins sont conservés à Stockholm, au musée de Stockholm, vraiment des pièces très rares de ce que pouvait faire Ardon Mansart et toute son équipe d'artistes. Donc là, on va prendre les pièces d'enfilade avec des aménagements successifs, des cheminées 18-19e, des boiseries plutôt 20e, 19e, 20e, des petites chambres ou des petits cabinets. Là, par contre, on arrive sur une fabuleuse pièce. Alors là, l'échafaudage nous empêche de voir, mais d'ici, on a vu sur l'étang, sur le côté ouest. Là, on a vu, alors derrière je vous laisse imaginer, mais on a vu sur les jardins à la française. On imagine bien, en tout cas, comment c'était. Et puis, ici, on continue par une autre chambre. Là, on n'a pas de décor sur la cheminée, mais on voit bien que le conduit est étroit, donc il est bien révélateur du XVIIe aussi. Depuis, il y a eu la pose d'un miroir. Enfin, voilà, on adapte à la mode le château au fur et à mesure que cela bouge et que cela vit. Et puis là, ici, la dernière pièce dans les chambres d'enfilade, eh bien, on a à nouveau une cheminée décorée du XVIIe siècle.
Et puis, c'est un peu la pièce un peu composite, où on voit des boiseries 17e qui, d'un côté de la cheminée, sont confrontées à des boiseries 18e. Voilà, donc on recompose les boiseries d'une pièce à l'autre, on les complète. Enfin, il y a tout ce jeu, c'est un jeu rigolo d'archéologie, comme ça, en se promenant, on distingue toutes ces évolutions, ces aménagements, ces différences qu'il y a dans tous ces panneaux pour continuer à donner le lustre de la maison à travers toutes ces boiseries. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette cheminée, je ne sais pas, il y a là-haut ce soleil qui resplendit sur l'écu. Je trouve que ça résume assez Dampierre, un peu la renommée de Dampierre, je la vois bien là, dans cette cheminée. Je m'y retrouve beaucoup. Et de Lyon. Qu'on a retrouvé, je vous rappelle, sur les frontons du château qui a été installé au XIXe siècle, et bien pas comme par hasard, là au XVIIe, et ils sont présents aussi. Tout l'intérêt de cette pièce, c'est qu'elle se trouve à côté du grand salon du premier étage, le grand salon qui, aujourd'hui, est échafaudé. Nous sommes, je rappelle, dans un chantier. Hop, on va passer. Toute la renommée de Dampierre, c'est ce grand salon, aménagé au XIXe siècle, avec les artistes Ingres pour des fresques inachevées, Flandrin, un élève, Hippolyte Flandrin, l'élève le plus fameux de Ingres, qui a participé à l'aménagement et à la décoration qui accompagne Ingres. Et puis Ingres a commencé l'âge d'or sur ce mur-là, sur cette fresque-là, et ne l'a pas terminé. Il n'a pas terminé pour deux raisons. Ingres s'est trouvé complètement démobilisé par la grandeur et la surface de cette fresque dont il n'avait pas l'habitude de réaliser. Et puis en même temps, Honoré de Luynes, le 8e duc de Luynes, n'a pas aimé le motif, l'a représenté pour cet âge d'or. Donc cette fresque a été inachevée. Il y a seulement 3 personnages qui sont terminés. Et puis en face, ce qui lui fait face, c'est normalement l'âge de fer. Mais l'âge de fer, il y a le fond qui a été appliqué. Et puis après, le duc de Luynes a fait poser dessus un velours pour cacher l'ensemble. Et on a enlevé le velours pour voir ce qu'il y avait derrière. Et donc on a découvert le travail préparatoire qui devait ensuite servir de composition générale pour Ingres. Ce velours a été reposé et le duc de Luynes avait fait accrocher sur ce velours une collection d'armes qu'il avait. Et ici, pour cacher la fresque de Ingres, le duc de Luynes a eu une astuce incroyable. Il a fait appel à un sculpteur qui était Simard. Il a demandé à Simard de reconstituer à l'échelle 1/10 Athéna. Et donc devant la fresque, vous avez Athéna. Et le but du duc de Luynes de la pose de cette statue, c'est qu'elle attire l'œil et qu'elle oublie Ingres derrière, et je vous assure que quand cette pièce est vide de tout échafaudage, vous avez l'œil attiré par Athéna et vous oubliez que derrière c'est la fresque de Ingres. Alors là, on aperçoit l'état de la construction parce que, évidemment, on fait beaucoup de travaux. Le château était fuyard, les couvertures étaient fuyardes, c'est-à-dire qu'il y avait des bassines où il pleuvait dans le château. Et vous voyez, l'état d'humidité a même atteint les décors jusqu'à les faire disparaître, puisque l'humidité, évidemment, s'écoulant dans les murs, a eu comme effet de faire tomber tous ces décors. Donc on va s'attacher à restaurer tout ça pour retrouver le parti décoratif du duc de Luynes au XIXe siècle. Voilà, on vient de finir le tour. J'espère que cette visite originale vous a plu, malgré tous les échafaudages, malgré le bruit. Vous avez découvert un vrai chantier qui s'achève pour le clos et couvert. Et puis nous avons tous hâte de vous retrouver à Dampierre. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va continuer le chantier.